Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. Je connais Romain depuis 30 ans. Nous avons grandi dans le même village où nous avons partagé une grande partie de notre jeunesse. Après le bac, Romain est rentré à l'école de police pendant que j'intégrais l'université et nos vies se sont éloignées. Romain est redescendu vivre dans notre village d'origine après 10 années passées en banlieue parisienne. Je rejoins Romain chez lui. Il vit avec sa compagne dans la maison de famille de celle-ci, située à quelques centaines de mètres à peine de sa maison d'enfance, au milieu d'un lotissement des années 80, typique de l'urbanisation de la périphérie de Montpellier. Romain appartient au cluster des réfractaires, un groupe anti-système pro-droit des travailleurs et hostile aux conséquences de la mondialisation pour lequel le clivage gauche-droite est dépassé. En 2017, c'est Marine Le Pen qui était arrivée largement en tête dans ce cluster, devançant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron de plus de 20 points, les deux seuls autres candidats à avoir franchi la barrière des 10% au sein de ce groupe. Tu veux boire un café, bien un peu? Ouais, un café. Allez. Tu sucres ou pas? Non. Bon, déjà pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur d'où tu es, où est-ce que tu as grandi? Moi, je suis né ici. Je suis né à Montpellier, j'ai toujours connu la même maison, à Rastin, jamais déménagé. Mon père, c'est quasiment son premier boulot, son premier CDI, c'est IBM à Montpellier. Donc mes parents ont débarqué, ils étaient jeunes, quoi. Ils venaient de Toulouse. Ça faisait partie des premiers nouveaux lotissements, je pense, de Montpellier. Hein. Quand les parents ils sont arrivés, c'était vraiment, il n'y avait pas grand monde dans le village. Donc tu disais qu'ils étaient toulousains, ils venaient de quel genre de famille? Très ouvrière pour mon père, très pauvre. Quand ma mère me parle de trucs, puisque moi j'ai pas connu mes grands-parents paternels, mais quand elle me parle de trucs, c'était genre les chiottes ils étaient pas à l'intérieur de la maison, ou c'était un seau et ils allaient vider ça je sais pas où. Donc là après ma mère c'était beaucoup plus aisé. Son père était commerçant, je crois qu'il avait une grosse boîte il fournissait du carburant pour les poids lourds. Bon, ils se sont rencontrés à Toulouse, après ouais. Ils viennent à Montpellier, et là ton père il fait une carrière chez IBM, tu sais à peu près ce qu'il a fait chez Il IBM? fait cadre, alors j'ai jamais trop compris en quoi ça consistait exactement, ce qu'il faisait. Ce que je sais c'est qu'il était assimilé cadre, donc il gagnait assez sa vie pour que ma mère elle bosse pas. Toi t'as un souvenir d'une enfance assez heureuse ou pas? Ouais, carrément, franchement. Il y a des bons et des mauvais souvenirs. On peut toujours reprocher des trucs à ses parents, mais en tout cas, ce que je peux pas reprocher aux miens, c'est qu'ils ont toujours été là. Donc toi, ton rapport aux études, à l'enseignement et tout ça, il a été comment Ben, l'école primaire, ça s'est super bien passé. J'étais toujours... dans mes souvenirs, je pense, j'étais toujours le second de la classe. Et après, le collège, pareil, sans bosser jamais trop, des bonnes notes. Ça se passe très très bien. Et c'est plutôt au lycée où ça se complique parce qu'il faut bosser plus. Toujours dans la moyenne, toujours... ça va quoi, surtout les trucs qui t'intéressent en fait. Les trucs qui m'intéressent, ça se passe bien. Mais je te rends compte qu'il faut mettre un petit coup d'accélérateur et ça se fait pas quoi. Je m'en fous en fait. J'arrive au bac, à part l'éco en fait, parce que j'avais une super prof et ça me passionnait. Donc, je sais pas, je me tape peut-être 15 coef 7 au bac. Je fais un bac ouais. ES. Option maths, alors que j'étais une buse en maths, mais pareil, je prends 11. Du coup, derrière, tu peux avoir les notes que tu veux, t'as ton bac. Et là, tu te dis, à l'époque, là, tu te dis, t'as envie de partir, t'as envie de bouger, t'as envie de gagner de l'argent, t'as envie d'avoir un métier à responsabilité, ou tu... Envie de gagner de l'argent, je pense que c'est un peu... Enfin, je me demande s'il y a des gens qui, à un moment donné, se disent à cet âge-là, j'ai pas envie de gagner de l'argent. T'as forcément envie d'avoir une qualité de vie mieux que tes parents ou des gens que tu connais. Donc oui, l'argent, t'as envie d'en gagner. Mais à ce moment-là, moi, je suis perdu. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'es influencé un peu par ce que t'as autour de toi.
Donc, il y a mon frère qui est flic, qui a l'air de kiffer ça et qui te raconte des trucs qui ont l'air coolos. T'as le voisin qui est commissaire, pareil, tu vois. Donc, à ce moment-là, je me dis, va en fac de droit. Ton pote, il y va, t'y vas. Tu verras bien, et puis ça te permettra peut-être de passer le concours d'officier ou un truc comme ça, tu vois. Sauf que le bac en poche, je pars en fac, je me retrouve un peu solo, et la fac, en fait, c'est pas du tout un truc pour moi. C'était pas encadré, j'étais encore très gamin dans ma tête, donc je savais même pas, des fois j'arrivais dans un amphi, c'était même pas le mien, tu vois. Donc voilà, et dans le même temps, il y a un concours de police, je le passe, pour voir, tu vois, j'ai rien préparé, j'y vais en touriste. Je crois que j'avais un peu regardé un peu les tests psychotechniques, qu'est-ce qu'il fallait ou fallait pas répondre, tu vois, pour pas passer pour un débile ou pour un barjot. J'y vais, ok. Et puis un matin, mon frère m'appelle, il me dit les résultats sont tombés, tu l'as. Ah ok. T'as 18 ans, t'as un peu une envie d'émancipation de tes parents, et du coup, j'y vais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes parents? Ma mère fière. Même mon père, je pense, j'ai pas souvenir, mais il y a dû y avoir des félicitations. C'était à Nîmes? Ouais, c'était 1 an, ouais. En fait, la scolarité, elle se divise en 3. T'as une grosse partie école en premier, t'as un stage de 3 mois, et ensuite t'as une partie en école de quelques mois. Après l'école de police, donc du coup, t'es nommé quelque part? Ouais, donc t'as un amphi à la fin, tu passes, quand ça vient de ton tour, t'as les postes qui s'éliminent au fur et à mesure. Et moi, j'avais noté quand même que par rapport à mon classement, je pouvais éviter Paris intramuros, c'était mon objectif. Et je vois Marly-le-Roi. Et pourquoi du coup? Parce que je viens d'un milieu rural, la grande ville, ça me tente pas, tu vois. Et mon frère était passé par le commissariat de Marly-le-Roi, donc connaissait tout le monde. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça, quand je vois ça, t'as un petit côté rassurant, je l'appelle, il me dit ouais, vas-y, fonce, c'est une super école pour apprendre le taf, quoi. Du coup, je prends ça, et là, c'est folklore, quoi. C'est vraiment le petit commissariat, c'est un sketch, quoi. Je pense que je crois qu'il y avait eu un article du Parisien qui disait qu'on était la ville la plus sûre de France. Et effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire niveau taf, quoi. Quand tu démarres à Marly-le-Roi, là, en tant que flic, tu découvres le boulot, quoi, et ça te plaît, tu te dis, voilà, j'étais fait pour ça, ça me convient. Je me dis pas que j'étais fait pour ça, mais en fait, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul parce que déjà, on se marre, parce que tout le monde est solidaire quand même, en tant que flic, en tout cas, en région parisienne, parce qu'on est tous des expats, quoi. Et qu'au final, avec le recul, il n'y a pas tant de taf que ça. T'es pas confronté à la misère du monde. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui en travaillant à Montpellier. Et finalement, quand tu redescends au bout de 8 ans, t'as un petit pincement au cœur ou pas? Sur le coup, super content de redescendre. Pour moi, c'est la chose que je souhaitais le plus au monde. Mais ouais, j'ai toujours eu les pieds ici, en fait. Moi, dès que j'avais des vacances, je venais ici, carte 12-25. J'étais aussi souvent ici que là-haut. Donc à ce moment-là, je suis muté à 7, mais on me dit, tu ne foutras pas les pieds. Tu vas à Montpellier, c'est un mec de Montpellier qui va à 7 à ta place. Parce que j'ai été muté via les syndicats, pas par un truc normal. Donc j'arrive à Montpellier et on me dit, tu seras dans tel service, du coup. Là, tu choisis pas. Non, tu choisis pas, et on te dit, tu vas aller donc là où je travaille aujourd'hui, c'est là où on réceptionne les appels 17, où là, tu juges si ça nécessite une intervention ou non. Et quand on me dit, donc tu vas faire ce poste-là, on me dit, tu passes un contrat moral de 2 ans, parce que c'est long à former les gens sur ce poste-là, donc on peut pas te lâcher rapidement. Donc je dis, ok, je prendrai mon mal en patience, je ferai mes 2 ans, puis je partirai, je retournerai sur la voie publique. À ce moment-là, c'est ce que je me dis, quoi. Et puis au final, non, ça me manque pas. En fait, je me rends compte en vieillissant déjà que je suis pas fait pour ça. Être confronté à la misère du monde, à des situations conflictuelles, tout ça, ça m'atteint, en fait. Déjà, je vais pas dire que j'aime pas la personne que je suis devenue, mais tu te formes une tellement grosse carapace que t'as moins d'empathie pour les gens, en fait. Et toi, du coup, tu y restes parce que tu n'as pas envie de revenir à un poste derrière un bureau ou sur le terrain? J'y reste pour plusieurs motifs. Déjà, le tout premier, c'est les horaires. On est sur des petites semaines, grandes semaines. Donc, il y a une semaine où je vais travailler que mercredi, jeudi, et des semaines où je vais travailler lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, sur des vacations de 12 heures. Alors, certes, c'est long, la vacation,
mais t'es plus souvent à la maison qu'ailleurs. Et comme je te dis, comme c'est pas ma passion, mon boulot, moi être aussi souvent à la maison, pouvoir faire d'autres trucs, ça me va quoi. Et ensuite, effectivement, je veux surtout pas retourner sur la voie publique. Être au contact, me rouler par terre avec des cassos, des mecs, des crevures, des machins, ça m'intéresse plus quoi. Tant mieux s'il y a des collègues qui arrivent encore à avoir la foi et à y retirer quelque chose. Moi, je sais que je pourrais plus quoi. Quand je suis rentré dans la police, quelque chose que j'ai pas évoqué aussi, c'est que certes, il y avait un peu ce côté, je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais il y avait un peu un mauvais côté, si tu veux. J'avais quand même un petit côté haineux, il faut l'avouer, par méconnaissance aussi, parce que je viens d'un milieu rural, donc j'avais aucune raison de parler des mecs de cité, de des Arabes, de machin, mais j'avais une haine. Tu penses qu'elle venait d'où ? Je pense clairement qu'elle vient très jeune du foot. Quand toi, t'as ton petit club de foot de village où tout se passe bien, et que tu joues contre les autres villages, tout se passe bien, et que tu vas jouer dans les quartiers où ça se passe très mal, tu ressens une pression morale et physique, tu prends des coups, ça peut partir en bagarre, mais t'as plutôt intérêt à fermer ta gueule quand même. Quand t'es jeune, ça marque. Et à un moment donné, tu te dis pourquoi j'ai peur comme ça ? J'ai pas à avoir peur. T'as une incompréhension, et l'incompréhension, ça peut mener à la colère et à la haine. Et j'étais clairement là-dessus quand j'étais jeune. Et puis j'arrive à Paname, je rencontre des gens. Je rencontre au sein de mon commissariat des collègues, 4-5 collègues maghrébins, géniaux, des personnes fantastiques, un collègue cambodgien qu'on comprenait à peine quand il parlait, des collègues antillais, et là tu te dis mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens cette haine, c'est pas parce que le mec il est comme ci, il est comme ça, il est de telle religion ou telle couleur de peau que... Non, t'essayes de réfléchir un peu plus loin. Et plus tu vieillis, plus la sagesse arrive et plus tu penses trouver les causes de tout ça. Enfin, il y a des explications, tu vois. Un milieu social, un truc qui fait que... et pour moi, les coupables ne sont plus ceux qu'ils étaient à la base pour moi, parce que c'était la solution de facilité. T'as commencé à voter pour qui ? Tu te souviens ? Je pense que mon premier vote, ça doit être Marine. Avec conviction, donc, à l'époque. Ouais, j'étais quand même emballé, je me rappelle, par... il y avait les trucs, leur programme, quoi. Et le Front National, si tu sais pas, t'arrives, on te dit rien, il n'y a pas marqué sur leur programme que ça a une connotation ou raciste ou anti-immigration. C'est très peu marqué. En tout cas, à l'époque, c'était oui, il faut limiter l'immigration, machin. Mais le reste du programme, c'était un truc, t'adhères ou t'adhères pas. Que ce soit économique, que ce soit sur l'Europe, voilà. Donc le reste, j'étais quand même très convaincu. Et je pense que tu me redonnerais le programme. Il y a beaucoup de points sur lesquels je resterai assez d'accord avec eux. Et c'est pas pour rien que souvent on a comparé les programmes de l'extrême droite avec celui de Mélenchon. Bon, je pense que j'ai dû voter d'autres fois. Après, bon, déjà, j'ai toujours voté pour les communales, c'est autre chose, parce que pour moi, le village, c'est important, et c'est en plus un copain à nous, donc voilà. Mais si tu mets de côté les communales, je pense que j'ai souvenir d'avoir voté un Hollande pour pas que Sarkozy passe, parce qu'il nous avait vraiment pris pour des cons, mais au final, ça a été blanc bonnet, bonnet blanc. Donc j'ai quand même regretté de m'être déplacé pour aller voter, j'aurais pas dû voter. Mais t'as jamais voté pour Sarkozy ? Non, jamais. Ah non, voter pour l'UMP, pour moi, c'est eux le diable. Ça se joue pas grand-chose avec le PS, mais pour moi, ça représente tout ce que je trouve horrible dans notre monde et dans la société. Ouais. La culture des banques, de tous ces trucs-là, de l'argent, sans se cacher en plus. C'est ça, c'est soit tu réussis, soit tu crèves. Voilà. Et plus tu viens des milieux aisés, plus tu vas réussir, et eux, ils en ont rien à foutre de toute façon. Donc ouais, non, eux, vraiment, jusqu'à Macron, c'était le mal. Mais après, je sais que déjà, j'ai plus fait de second tour. J'ai pas voté pour Macron-Le Pen. Entre la peste et le choléra, je pense qu'on nous prend vraiment pour des cons, qu'on nous propose de la merde et que de toute façon on n'a pas le choix. Et voilà, c'est pour ça que je te parlais de la Constitution européenne. Tu votes non à un truc, on te la met. Mais ça te prouve bien quand même qu'à un moment donné, ton avis, on en a un peu rien à foutre. Donc à partir de ce moment-là, t'es devenu abstentionniste. Ouais, là je suis vraiment abstentionniste et je n'irai pas quoi. Là, c'est sûr que tu n'iras pas. Ah ouais, mais attends, mais t'as vu qui se présente en plus. Enfin, il y a personne là vraiment que. Non, parce qu'il y a beaucoup de candidats, tu vois. Donc tu pourrais te retrouver quelque part. Non, aujourd'hui, je suis vraiment abstentionniste. Je suis un grand adepte de Pierre-Emmanuel Barré.
Et je pense que quand il parle des politiques, je suis totalement dans son truc à lui, quoi. Et par exemple, oui, donc t'as voté quand même Front National quand t'étais plus jeune, là, mais tu en voterais pas pour. Non. Pourquoi? Déjà parce que c'est chose à laquelle je faisais pas attention à l'époque. C'est des aristocrates, le mec. Comme Mélenchon, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Il a fait partie du PS, c'est peut-être lui le plus riche de tous les candidats. Il est joli ton discours, mais j'ai du mal à y croire. Et eux, c'est pareil. Ils sont quand même là pour leurs petits avantages à eux. En plus, comme je te dis, j'adhère plus aux idées maintenant du Front National. Tu me disais, toi, tu t'es jamais défini, enfin, en tout cas aujourd'hui, parce que je sais pas pour. Non, mais même tu peux pas dire que t'es de droite ou de gauche. Même à l'époque, ça me convenait pas. Je suis pas pro-Europe, en tout cas pas celle qu'on nous a présentée. Tu pourrais voter pour la sortie de l'Europe s'il y avait un référendum? Ouais, je pourrais être pour. Ouais. Ça pourrait, ouais. Faudrait que j'écoute les pour et les contre. Et autour de toi, t'as pas mal de gens qui sont abstentionnistes ou qui le deviennent? Non, au contraire, et c'est ça qui m'en fout, c'est que bon, t'as ceux qui se sentent pas représentés certainement, mais il y a tellement ce discours-là, et encore une fois pour revenir à Pierre-Emmanuel Barré, si tu dis que tu votes pas, t'es le dernier des connards, c'est ta faute. La dernière fois, on m'a sorti ça. Mais vous vous plaignez, mais si vous votez pas, c'est votre faute. C'est vrai. Ah ouais, bah si tu penses que d'accord. Le vote blanc est pas. Ça t'atteint plus, ça? Non, moi ça m'atteint pas, parce que je suis convaincu là par contre de mes idées. Comment est-ce que tu t'informes? Par quels médias et à quelle fréquence? Avant, je regardais jamais le JT. Depuis quand on vit ensemble avec Laurie, elle aime bien regarder le JT de France 2, donc déjà on regarde ça. J'écoute beaucoup France Inter. Pareil, c'est pas parce que je suis toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais j'écoute. Mais j'ai l'intime conviction que quoi que tu puisses lire, il n'y a pas de vérité vraie, c'est forcément orienté. C'est pas pour rien que les plus grands patrons des journaux, c'est des mecs, c'est des Bolloré, voilà. À partir de ce moment-là, tu peux pas dire que c'est pas orienté en fait. Moi, je crois pas du tout à la liberté de la presse. La question des impôts, est-ce que tu trouves que le système d'impôts est juste ou injuste? Je pense qu'il pourrait être plus juste si l'État se faisait plus d'argent en fait. S'il faisait l'inverse de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de vendre tout ce qui peut lui rapporter de l'argent. Française des Jeux, Aéroport de Paris, les autoroutes, EDF, France Télécom, Air France, tout ce que tu veux, pour moi, ça aurait jamais dû passer dans le privé. Après, oui, imposer les plus riches, la classe vraiment riche, les intouchables, oui, forcément, je suis pour. Après, moi, je paye des impôts, je pense que ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Pour moi, c'est normal. La question de l'héritage. Qu'est-ce que tu penses de cette question de l'héritage? Pour ceux qui, encore une fois, ont vraiment de quoi nourrir tout un continent, je pense que ça pourrait être beaucoup plus imposé sur l'héritage. Mais après, pour des gens, comme je te dis, entre guillemets, normaux, qui ont bossé dur toute leur vie pour laisser quelque chose à leurs enfants, je trouve ça un peu bâtard de leur enlever. Ton rapport à la religion, du coup, c'est quoi? Je me définis vraiment athée, tu vois, même pas agnostique, vraiment athée... pas extrémiste, mais presque, quoi. Je suis assez opposé à toutes les religions. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une morale républicaine et qu'on n'a plus besoin de ces trucs-là. Je pense que ça fait avancer aucun débat. Au contraire, ça crée des clivages, des tensions. Déjà, je trouve que c'est des croyances moyenâgeuses. Je comprends même pas comment au XXIe siècle tu puisses encore adhérer à des idées comme ça. Quand on évoque les religions, il y en a une dont on parle particulièrement là, pendant la période présidentielle, c'est l'islam. Et quel est toi ton rapport avec cette religion? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des débats publics sur la question du voile. Le sujet, quand tu poses la question, c'est est-ce que le sujet c'est le voile ou est-ce que le sujet c'est l'islam? Bien souvent, on prend pour prétexte le voile pour parler de l'islam en fait, sans prononcer le mot. Est-ce que pour moi l'islam est une menace? Oui, mais plus que les autres religions, non. Donc, en ce qui concerne le voile, dans la sphère privée, voire même sur la voie publique, à la limite un voile, le voile classique qui masque pas le visage, ok. Après, pour moi, université, tous les trucs dans ce style-là, c'est non, quoi. Tout comme tu viens pas avec ta kippa, tu viens pas... bon, voilà, les chrétiens, ils ont pas un signe distinctif comme ça, mais si c'était des nonnes, tu vois, avec pareil, un voile, machin, pour moi, ça serait exactement la même chose. Ou une croix, en gros, comme ça, bon, ça existe pas, mais tu vois... Ouais.
Pour moi, le truc, c'est ça le problème. Et ça crée pour moi encore plus de communautarisme. Pour moi, mettre des repas halal, tout comme des repas chez les cachers, c'est non. Après, proposer un plat du coup végétarien ou poisson pour éviter, pour pas qu'ils se sentent obligés de... Bien sûr. Mais de là interdire le porc, bien sûr que non. Et parce qu'on est quand même sur un truc vachement religieux, donc faire carrément des repas halal, ah non, je peux pas l'accepter, quoi. Le sujet de l'immigration, de manière générale, c'est un sujet qui t'intéresse, c'est un sujet qui te parle ou pas spécialement? Encore une fois, on est sur un truc vachement clivant, c'est presque le bien ou le mal. Soit t'es de gauche et tu vas dire toute la misère du monde, allez, venez, c'est génial, on a tout pour vous. Soit t'es le mec Zemmour, c'est les dangers, c'est le mal, il faut pas qu'ils viennent, machin. Moi, je préférais que on dise, on prend des gens volontairement plutôt que de manière illégale. On prend des gens. Alors déjà, on pourrait prendre des gens en disant oui, toi tu fais tel métier, toi tu fais tel, tu vois. Et surtout dire, est-ce qu'on a possibilité de vous accueillir dans des conditions optimales? Dire telle zone de France. Et plutôt que de dire, allez, on vous en fout 200 dans un petit bled où ça va faire chier tout le monde, machin. Non, on met des familles et on voit si on peut leur avoir un logement, un truc. Mais pour moi, on n'est pas en capacité de faire ça puisqu'on n'arrive déjà pas à le faire pour les gens qui sont déjà ici. Pour les Roms, pour les SDF, pour des gens qui sont déjà immigrés, qui sont là depuis un moment et qui sont dans la merde. J'aimerais bien, moi, qu'on analyse de savoir de quel pays viennent la plupart. Si c'est suite aux guerres que nous avons déclenchées il y a peu, ça me fait bien chier. J'ai quand même l'impression que les mecs qui arrivent, c'est les guerres de Sarko, de machin, d'il y a pas longtemps. Déjà, pour moi, c'est un gros problème, tu vois. Et voir, encore une fois, qui c'est qui arrive. Est-ce que c'est des familles en majorité? Si c'est des familles, je veux bien. Oui, ils fuient pour leur bien-être. On a beaucoup de ce qu'on appelle les MNA, les mineurs isolés qui débarquent. Ça me pose un peu plus de problèmes. Parce qu'ils sont pas là pour bosser, ni pour s'en sortir. Et beaucoup de gens te diront que le centre-ville de Montpellier, c'est pas comme avant, ça a vachement changé. Et notamment par l'arrivée des mineurs isolés, qui pour beaucoup ne sont même plus mineurs, mais sont toujours jugés comme tels. Et de toute façon, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça le truc. Souvent, c'est quand même des délits mineurs aussi. C'est des agressions, des vols, des cambriolages, ou du trafic de stupes. J'ai pas non plus les solutions, hein, mais c'est pas des mecs qui vont essayer de taffer, quoi. Un dernier point, là, on parle un peu du gros mouvement qu'il y a eu là, ces dernières années, c'est les Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en as pensé quand c'est arrivé? Tu l'as découvert évidemment sur les réseaux sociaux, j'imagine, au début? Ouais, je sais plus comment ça s'est passé, ça remonte, et il y a eu tellement d'épisodes. J'ai vu ça au début d'un très bon œil. Je me suis dit, enfin, ça bouge un peu. Mais tout le monde bouge, pas juste parce qu'on prend un mois, tu vois. C'est mon truc. Ouais. Ça bouge de manière générale et t'as vraiment tout le monde, plein de gens qui sont représentés. Ça m'a plu dans l'idée. Après, il y a d'autres choses qui m'ont fait sourire et qui m'ont... Encore on revient au thème d'avant. Je crois que j'avais entendu un mec qui disait en gros, ouais, pouvoir d'achat, c'est inadmissible, vous vous rendez compte, et moi, comment je vais faire pour aller au ski à Val d'Isère on est sérieux, c'est ça le débat, c'est ça la lutte. Et après, il y a les vrais gilets jaunes, ceux qui avaient raison d'être dans la rue, qui étaient au rond-point. Non, j'ai pas été confronté, moi, directement, sans parler du taf, quoi. J'y suis pas allé non plus. Alors, j'aurais posé la question ou pas? Ouais, j'aurais pu. Ouais. Comme contre le pass, là. J'aurais pu. Après, c'est vrai que j'ai jamais manifesté du tout de ma vie. Je sais pas, est-ce que c'est une flemme? Est-ce que c'est un manque de... Peut-être un manque de rage, une résignation. Je pense que je suis vachement résigné et assez pessimiste comme gars. Tu disais oui, les vrais gilets jaunes, donc pour toi, il y en a eu aussi des faux. Ouais, il y a des mecs qui sont là pour casser, mais ils cassent quoi? Et ils cassent des trucs qui appartiennent à des gens qui galèrent pour se payer ces trucs-là. Ils cassent... J'ai pas vu de trucs cassés, même je vais m'aller ailleurs, enfin au-delà de ça, même casser un McDo. Je suis pas pour la mondialisation, je suis pas pour toutes ces grandes entreprises qui bouffent tout le monde, mais... Ça a changé quelque chose de péter ou de brûler un McDo ou une banque ou retourner des voitures dans la rue. Et quand donc de l'autre côté, la côté gilet jaune, quand t'as ce qu'on a appelé les violences policières, toi qui es policier,
Même si t'as pas été confronté en première ligne, parce que t'es pas dans ces effectifs-là. Je la comprends, la violence. Je pense qu'elle a été nécessaire à certains moments. Je pense qu'elle a pu être disproportionnée, pas tout le temps. Elle l'a été, et je pense que soit ça a été très mal géré, soit on a fait exprès qu'elle le soit. Après, j'ai vu, là, tu parles de choquer, ouais. En tant que flic, j'ai vu des images où j'ai dit, ah ouais, alors, pour moi, faudrait voir 10 minutes avant la vidéo et 10 minutes après. Oui. Mais effectivement, il y a des images que j'ai vues, que j'ai fait, là, j'aimerais bien que tu m'expliques, collègue, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ou dans ta tête, ou tu vois. Il y a une question que je pose systématiquement aux personnes que j'interroge à propos de la définition de son identité. Comment toi tu te vois, comment tu te définis? Je suis attaché vraiment, ça va de manière proportionnelle. Ma maison, le village, le coin, voilà, le sud, la France. Je me sens pas particulièrement patriote. Je pense que c'est nécessaire pour beaucoup de choses, qu'il y ait des limites. Tu peux pas, comme je te disais tout à l'heure, gouverner, gérer une chose qui est trop grande. On l'a vu, l'histoire nous l'a montré, les empires, ça tient jamais. Je me sens pas européen pour le moins, vraiment pas du tout. Par contre, ça, j'ai rien en commun avec nos voisins. J'ai pas plus en commun avec un mec polonais qu'avec un mec d'Amérique du Sud. Je me sens plus citoyen du monde que européen. Et je me sens vraiment, oui, citoyen du monde dans le sens planète, dans le sens où chaque être humain mérite de vivre dignement, de boire à sa soif et de manger à sa faim, d'avoir un toit sur sa tête, et qu'on respecte un petit peu la planète. Ça, oui, je me le sens comme ça. Tu te définirais un peu écolo ou pas? Du coup, et j'ai eu un flash aussi. C'est-à-dire que pour moi, en France, on peut pas vraiment, bon, de plus en plus, mais à la base, on peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est la pollution. Peut-être un peu plus à Paris, avec les particules. Mais moi, j'ai eu un gros coup de massue quand je suis allé en Thaïlande. Je me suis dit, on est vraiment en train de bousiller la planète. Quand tu regardes l'eau et que tu as des arcs-en-ciel d'hydrocarbures, quand tu peux pas respirer dans les rues, Laurie, elle a fait un malaise à cause des échappements, elle n'arrivait plus à respirer. Tu vois des amas de détritus, tu vois pas 2 mètres quand tu es en haut des tours. Là, j'ai dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui va pas bien, quoi. Donc ouais, je suis plutôt écolo. Et d'ailleurs, tu vois, Laurie qui est à fond de voyage, moi je me dis que c'est une grande partie de la pollution, c'est le tourisme. Tourisme de masse, et encore plus quand c'est des zones où il y a beaucoup de monde, des attroupements de personnes, parce que oui, du coup, tu connais pas l'envers du décor, le traitement des eaux, comment il est fait, tu vois, ce genre de choses. Les gens ils se posent pas cette question, ils sont en vacances, ils sont dans la piscine, ils en ont rien à foutre. Mais si c'est des zones où normalement c'est fait pour accueillir 100 personnes et que t'es 10 000, à un moment donné, il y a forcément un problème quelque part, tu vois. Tu vois, je me dis écolo, mais je pense que c'est foutu, quoi. Parce que pour moi, ça va jamais vers le bien depuis qu'on est petit, que ce soit politiquement, que ce soit au niveau de la distribution des richesses, ou l'écologie, ça va pas vers le bien. Quand tu as répondu à notre questionnaire, donc tu es arrivé dans une catégorie qui s'appelle les réfractaires. Est-ce que ça te parle? Ouais, je pense que je suis devenu, et plus je vieillis, plus je deviens réfractaire à tout, en fait. Ouais, ça m'a bien parlé, et que surtout quand j'ai lu le descriptif qui était bien étoffé, comme je t'avais dit, pour la première fois, j'ai senti un truc qui correspondait bien, pas forcément dans tout, parce que mon humoriste préféré c'est pas Bigard, mais je vois l'idée en tout cas du truc, et effectivement ouais, c'était très proche. Bah écoute, je crois que 13h42 on a fait le tour. Bon allez, ciao, à la prochaine.